All right, we're gonna get started Bien. just as you're walking. Alors, nous allons commencer tandis que vous regagnez vos places. Good. 30 seconds. All right. Welcome back, Bien. everyone. I hope you Bienvenue had de a chance retour. to caffeinate J'espère some que vous avez eu quick l'occasion de snacks, during that short break. rencontrer des So gens, to de kick it prendre un off, café our first rapidement. panel Alors, session, pour commencer, nous avons Accelerating notre Connected Care, première séance Innovation, de AI, and the leadership, Future of propulser les Primary soins Care. connectés, innovation, IA et This avenir des session will soins explore primaires. how digital Cette tools can séance improve examinera comment pressure les on outils primary care numériques systems permettent and give d'alléger les pressions clinicians sur les spend more systèmes de soins time doing what primaires they do pour faire en best, sorte que les caring cliniciens for passent plus de patients. temps auprès des This patients. bilingual panel will Ce feature Info's panel IIC bilingue program, which is, by présentera the way, one of des my programmes favorites. d'investissement en We've IA. already heard a lot about it. Vous avez déjà entendu beaucoup So to parler lead de this cela. important Et discussion, donc, pour lancer cette welcome conversation our très importante, moderator, veuillez souhaiter Rita la bienvenue Jervis, à notre animatrice, Vice-President of Rita Regional Jervis, and Vendor Engagement at Canada vice-présidente Miscellaneous. de l'engagement des fournisseurs et régional à InfoRoute Santé Canada. Merci, Christa, et bonjour. Alors, bienvenue à cette séance Propulser les soins connectés, innovation, IA et avenir des soins primaires. Et bienvenue à vous tous et toutes. C'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Rashad Bayet, leader clinique à InfoRoute Santé Canada, Marc-Nicolas Kobrinski, sous-ministre adjoint, Direction générale de la planification stratégique et rendement, gouvernement du Québec, et Ryan McNeil, directeur de projet, stratégie numérique et gouvernance, ministère de la Santé et du Bien-être, Nouvelle-Écosse. Alors, si vous permettez que je vous donne un peu de contexte, les solutions d'écriture de notes viennent à peine d'entrer dans le contexte des soins primaires et ont généré tout un engouement comme outil qui réduit véritablement la charge administrative. Or, c'est davantage qu'un outil qui permet de gagner du temps en ayant des solutions d'IA fondées sur des normes canadiennes dans nos systèmes de santé. Nous créons un fondement que l'on peut mettre à l'échelle pour des soins davantage interopérables à l'échelle du Canada. Le programme pan-canadien d'InfoRoute Santé a été lancé cette année. L'adhésion et l'engouement pour cet outil est un exemple brillant des moyens par lesquels des initiatives collaboratives pan-canadiennes peuvent donner des avantages aux cliniciens tout en pavant la voie pour une transformation du système à long terme. Alors aujourd'hui, nous entendrons ce programme d'IA sur la prise de notes et nous déterminerons comment cela transforme les pratiques de soins primaires, puis nous envisagerons l'avenir avec la technologie d'IA, tandis que nous continuons d'avancer le long de la courbe d'apprentissage de l'IA pour les soins connectés. Alors, pour commencer, j'aimerais inviter Rashad à nous parler de ce nouveau programme, comment il a été conçu, comment il est mis en œuvre, mais aussi ce qu'on entend de la part des cliniciens sur le terrain. Rashad. Merci, Rita, pour votre sympathique présentation. Et merci à tous et à toutes. Je suis Rashad Bayet. J'aime beaucoup le papier, mais c'est une conférence digitale. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis fier d'être ici pour cette présentation avec Marc-Nicolas et Ryan. And a huge thank you and shout out to our events team. Merci beaucoup à notre équipe qui a organisé l'événement, et bien entendu, et les gens de la communication pour avoir si bien organisé tout ça. Les programmes d'InfoRoute et les activités d'InfoRoute ont beaucoup lieu dans les coulisses et se fient sur plusieurs partenaires d'un bout du pays à l'autre qui font beaucoup du gros boulot, comme on dit. Alors, je vais nous pousser à la réflexion du point de vue du médecin sur l'innovation, donc en domaine de l'intelligence artificielle et l'avenir des soins primaires. Ed Brown est en train d'organiser un panel très intéressant après celui-ci. Je vous invite à y rester, qui y va vraiment en profondeur, ce qui empêche les médecins et autres cliniciens de participer aux
plus gros, au plus fort de leur potentiel au système de santé. Alors, voici une journée typique au sein de la clinique. Dans notre état constant, déconnecté, je cours après les résultats, j'ai différents points de branchement sur les différents systèmes, information de mes employés et l'information dont on a besoin ne se trouve pas à un seul endroit. Beaucoup de télécopieurs qui rentrent, qui sortent, télécopies qui rentrent et qui sortent plutôt. C'est comme une anarchie gérée. Alors, imaginez aussi les patients qui tentent de naviguer plutôt à travers ce scénario. Et moi, j'ai une relativement petite pratique. C'est encore plus difficile pour les médecins qui travaillent dans des gros cabinets. Si ça, c'est notre état actuel, est-ce qu'on peut rebâtir le niveau de confiance au sein d'une transformation réelle au Canada qui engage les médecins et les autres cliniciens? S'il y a une chose dont vous devez vous souvenir par rapport à ce discours, c'est la question de l'engagement clinique et la co-conception. Oui, c'est possible et que les outils IA peuvent représenter un départ prometteur. Bon, ceci ne vous apprend rien, mais les médecins et les autres cliniciens qui pratiquent dans un environnement numérique ont dû subir des transformations incroyables dans les dernières années. Mais le numérique au Canada s'est transformé de façon anarchique, avec beaucoup de choses qui ont été imposées sur nous sans notre participation, avec un impact négatif sur la santé mentale, la sécurité du patient et les questions d'équité sont écartées. Nous faisons face à toutes sortes de choses suite à la pandémie. Les burn-out des médecins associés au fardeau administratif, beaucoup d'écarts. Et il y a des risques à cause de l'écart en termes d'interopérabilité, parce que nous savons que c'est grâce à cette interopérabilité que nous pouvons sauver des vies. Vous avez entendu Elizabeth et Michael parler précédemment. Vous en avez déjà appris. Pour vous donner un petit peu de données, les données des présentations vous dressent un portrait plus clair. Il s'agit d'un sondage entre le Canadian Medical Association et notre équipe analytique InfoRoute. Alors, c'est une diapo de bonne nouvelle. 95 disent qu'ils peuvent utiliser les dossiers numériques, que ce soit les dossiers médicaux électroniques ou les dossiers en santé électronique pour les aider. Mais ce n'est pas toujours aussi clair. Regardez d'autres résultats. Le temps passé sur justement, les DME, on parle de regarder la quantité de minutes et d'autres ont passé 2 heures ou plus pour étudier les cas. Et ce qui pousse les gens à prendre leur retraite et qui fait qu'il est de plus en plus difficile de recruter de nouveaux infirmières et de nouveaux médecins. Regardez la moitié des médecins, regardez la quantité de pourcentage avec burn-out et d'autres qui se sentent tout à fait dans l'épuisement professionnel et avec très peu d'outils qui servent à l'interopérabilité. Et tout ça nous a mené à réfléchir à la question, nous, le GTISN, le groupe de travail sur l'interopérabilité en santé numérique. Toutes ces questions n'avaient pas été explorées sur le plan national. Alors, un partenariat entre InfoRoute et ces trois, le CMA, CFPC, le Collège royal de médecins, etc., ont regroupé plusieurs médecins avec beaucoup d'expérience pour bien comprendre le paysage numérique avec une représentante également auprès des patients. Merci à Dr. Ed Brown, CMA, Lina est dans l'auditoire et notre équipe de secrétariat pour nous accompagner tout au long de notre périple. J'ai pu être co-présidé avec mon collègue. Alors, le groupe de travail avait 3 objectifs. Offrir une perspective des médecins sur l'état actuel de l'interopérabilité ou le manque de celui-ci, stimuler les approches en innovation pour surmonter les obstacles aux médecins et, troisièmement, s'assurer que la mise en œuvre des outils en interopérabilité soit pratique pour la ligne de front sur vœux. Le groupe de travail a émis ses résultats il y a presque 1 an aujourd'hui. Alors, voici sur un seul cliché. Ces 4 recommandations concrètes voilà, sont des recommandations qu'il est possible de suivre. Ça prend un plan bien défini et nous devrions avancer plus rapidement de l'amélioration de l'interopérabilité à l'intérieur de 5 ans. Et tous, autant que vous êtes dans la salle, font partie de ce travail aujourd'hui. Deuxième recommandation, d'accélérer la législation pour faire avancer l'interopérabilité avec les différents paliers gouvernementaux. Loi pour mandater les normes nécessaires en technologie pour soutenir les échanges de données cliniques et les transactions, comme l'indique le projet de loi C-72. On espère qu'il va être ravivé. Aussi un cadre national pour des politiques dont a parlé Elizabeth et sur lequel l'ICIS travaille. Alors, l'officialisation de différentes politiques telles que déterminées par les communautés autochtones elles-mêmes. Troisièmement,
On a oublié les documents et le flux de travail. Il y a des obstacles qui empêchent les médecins et d'autres professionnels de la santé de participer dans les initiatives d'interopérabilité en s'assurant que le déploiement des solutions soit co-conçu avec les cliniciens et que le fardeau d'administration et le coût des initiatives en interopérabilité ne soient pas transférés aux cliniciens. Quatrième recommandation, la médecine organisée doit être impliquée, offrir un rôle important, offrir orientation, soutien pour ces questions d'interopérabilité grâce à des documents d'orientation et des soutiens en formation. Cinquième recommandation, donc, financer l'élaboration de nouvelles stratégies, données, présentations et d'autres informations associées au DME et d'autres outils IA pour soutenir et réduire la charge de travail. Ceci nous mène au programme de transcription IA et on veut vraiment avancer suite aux recommandations. Nous espérions atteindre, comme vous l'avez dit, 10 000 professionnels de soins de santé, des médecins de famille, toutes sortes d'infirmières au sein de la communauté, que ce soit des infirmières autorisées ou des infirmières praticiennes. Et les provinces et les territoires ont vu la possibilité d'améliorer le fardeau administratif en faisant appel à un nouvel outil, AI Scribes, ou à un système de transcription IA, mais aussi des qualités de données supérieures, de meilleurs standards pour améliorer tout ce qui est analytique aussi. Et vous allez en entendre davantage parler durant les échanges qui auront lieu après moi. Alors, l'avion ici est que notre programme s'articule autour d'une maturité de script ou de système de transcription, d'un système de transcription de base, un système de transcription plus évolué, et donc qui puisse donc transiger avec les DME et de sortir tout cela dans un format plus convivial qui va aider les échanges, le flux de travail, automatisation de références, ordonnances, etc., et j'en passe. Ces deux prochains clichés sont très éloquents. Regardez l'adoption de ces programmes de transcription. On est passé de 6 000 usagers inscrits au mois de juin à plus de 11 500 à la fin du mois d'octobre, avec plus de 8 000 usagers en direct et ça continue à grimper comme chiffre. Suite à notre premier sondage auprès des cliniciens, les résultats sont très positifs et reflètent ce que l'on trouve auprès d'autres sondages. 94 ont dit que ces systèmes de transcription leur ont sauvé du temps, et 86 disent que c'est facile à utiliser et 90 recommanderaient ces systèmes de transcription à leur pairs. Et je figure parmi les 98 qui recommanderaient ce système de transcription à un père. Alors, vous voyez ces résultats également dans d'autres résultats émergents auprès de nos partenaires au Weave Research Center, Dr. O'Neill Bhattacharya et son équipe. Les cliniciens récupèrent du temps et ce qui améliore le temps, la qualité du temps auprès des patients et une amélioration de la santé mentale également. L'impact auprès des patients est également amélioré, positif et tangible. Les cliniciens parlent du fait qu'ils sont plus présents devant leurs patients. Ils ont l'impression que le temps passé auprès des patients est de meilleure qualité. Je l'ai remarqué moi-même au fil des derniers mois. J'arrive vraiment à me concentrer sur les gens qui sont devant moi et non pas me concentrer sur les écrans, même si je deviens plutôt bon pour ce qui est de taper là, sur mon clavier. Il y a encore des défis, évidemment. Il y a un potentiel pour l'amélioration, il va sans dire. La question du fameux no bloat à titre d'exemple. Alors, avec la venue de cette technologie qui change la donne sous forme de programmes de transcription IA, etc., il faut rendre la tâche plus facile à tous les gens qui œuvrent dans ce milieu pour améliorer l'interopérabilité, le système de sécurité, le soin, etc., et d'améliorer et de retrouver la confiance au système. Inforoute et les autres partenaires, territoires provinciaux, fédéraux, etc., cherchent à renouveler la feuille de route. Et comment il est possible de renouveler cette feuille de route suite aux recommandations du groupe de travail sur l'interopérabilité en santé numérique pour tout le monde, là, vraiment, les pharmaciens, etc., qui puissent rentrer dans une clinique, arriver avec leurs outils comme nous le faisons avec notre téléphone intelligent. C'est un gâteau à 3 étages et on ne peut le réaliser sans partenariat. La première couche serait de soutenir l'adoption d'outils de productivité qui tirent parti de l'intelligence artificielle. Le deuxième étage
seraient les exigences d'interopérabilité des normales telles que Halo, CAFEX, PSC, ACA, Core Plus, etc. Et j'en passe. Troisième étage, si on veut, du gâteau, ce serait l'amélioration du cadre de confiance et pour améliorer le flux des informations parmi les différents systèmes et sur une base interjuridictionnelle. Et finalement, avec les bons éléments de confiance, des co-conceptions et un engagement élevé, est-ce qu'on peut améliorer l'avenir tôt? Moi, je le pense. Les systèmes de transcription ne sont que le début. D'autres outils comme Agentic AI vont éliminer tout l'aspect répétitif que les cliniciens doivent exécuter, mais détestent, et vous allez pouvoir vous concentrer sur le travail de grande qualité que vous aimez faire. Le temps nous le dira, n'est-ce pas? Mais entre-temps, je vais céder la parole à mon collègue Marc Nicolas. Merci beaucoup, Rashad, pour ce survol vraiment très intéressant et pour nous ancrer dans le monde réel et l'impact du programme. Alors, puisque nous sommes ici, dans la ville de Québec, eh bien, nous allons nous tourner vers un autre de nos partenaires professionnels qui a joué un rôle très important. Alors, le Québec a été vraiment un leader dans ce domaine et est en train d'élargir le travail pour évaluer l'impact de leur travail ailleurs. Alors, Marc Nicolas, la parole est à vous pour parler de l'approche du Québec, les perspectives précoces et ce qui s'en vient au fil de notre parcours. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de parler en français ce matin, but I am fully bilingual. When the Q&A comes, I'll be more than happy to answer in English if that's the necessity. Alors, si vous avez des questions à poser en anglais, ça me fait plaisir de répondre dans une langue ou l'autre. Alors, nous allons décrire, bon, ça c'est grosso modo, mais je rédige toujours quelque chose d'un peu flou et ensuite je leur explique un peu ce dont je parlais. Je dispose de 10 minutes après tout. Bon, à toute fin pratique, voici les 4 éléments sur lesquels nous nous penchons. Bon, l'usage des systèmes de transcription IA dans le domaine de la santé. C'est incroyable, le français-anglais. On regarde beaucoup plus large que les médecins. Puis en fait, je vais commencer avant de parler du plan, je vais dire une première chose. J'aimerais remercier InfoWay, Santé Canada. C'est pas simple de partir ces programmes-là. C'est pas simple de partir de l'innovation. Ça fait un certain temps qu'au Québec, certains groupes avaient la velléité d'aller de l'avant, identifient l'intelligence artificielle, la connectivité comme étant un élément majeur qui pourrait nous sortir du marasme dans lequel on est. Puis c'est difficile des fois d'obtenir du financement. C'est imbécile d'obtenir une oreille. Le financement, c'est pas simple. Vous le savez, ceux qui viennent du Québec, vous le savez, il y a des hôpitaux à reconstruire. C'est tout le même financement qui va dans le même fonds d'infrastructure. Quand tu demandes du financement pour le futur, des fois, on dit on n'a pas assez de financement pour le présent. Fait que là, tu te bats contre le présent, puis c'est difficile. Fait que déjà là, je voulais remercier InfoWay et InfoRoute et Santé Canada d'avoir permis d'ouvrir la porte et d'être capable de prendre cet agenda-là et l'amener plus précisément dans la province pour être capable de faire des démonstrations et l'importance que ceci pourrait avoir et le retour sur investissement. Parce que ma perspective personnelle, pas celle de mon gouvernement, mais en même temps, je suis Assistant Deputy Ministry en planification stratégique. C'est ma job de regarder un petit peu en avant. Mon évaluation de la situation, c'est que s'il n'y a pas une hausse de productivité significative, mais là, pas genre 10 significative dans tous nos systèmes de santé, de livraison de santé, le système va finir par s'effondrer. Et c'est un système qui, à mon avis, moi, j'y tiens beaucoup. Je suis très fier de savoir que chacun de mes concitoyens, qu'ils soient riches, pauvres ou de n'importe quelle origine, puisse aller se faire soigner au même niveau que moi. Ça me tient beaucoup. Ça tient beaucoup à cœur à la plupart des Canadiens. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Et je crois que si on le regarde à plus long terme, il est à risque présentement. Et c'est des solutions comme ça qui ont un potentiel majeur de complètement transformer et qui ne sont pas particulièrement dispendieuses. Puis vous allez dire, on parle juste avant, Rachad nous parlait du programme spécifique MedAI qui est très intéressant en lui-même, mais prenez ceci, extrapolez-le sur, moi j'ai 330 000 employés, là. J'ai 330 000 employés chez Santé Québec. Là, on parle
j'ai 10 000 médecins à peu près au Québec, là. Mais moi, j'en ai 330 000 employés. Tu sais, c'est ce type-là et leur coût sur l'appareil public, sur les finances, mais aussi la productivité, mes listes d'attente, tout ça, c'est cette vision-là qu'il faut avoir pour le futur. Fait que, justement, on est vocal, mais réellement, je remercie Santé Québec Inforoute parce que c'est eux qui ont donné une impulsion supplémentaire. En toute transparence, j'avais de la misère au ministère à trouver des fonds pour être capable d'aller de l'avant. Aussi, en parallèle, évidemment, on travaille pour que ces projets-là arrivent dans un framework, m'excusez l'anglais, là, pas complètement comme un cheveu sur la soupe, juste pas comme des outils technologiques que tu achètes. Ils viennent de se placer dans un framework qui est de l'IA responsable. Comment on travaille avec ces outils-là, comment on les apporte, comment on s'assure qu'ils soient utilisés sans biais pour les bonnes raisons. Puis, au départ, on avait fait nous-mêmes, dans nos équipes, on a fait une preuve de concept utilisant Llama, le open source de Facebook à ce moment-là. Puis on a fait notre mini home care avec des micros achetés nous-mêmes, puis tout ça. Puis tu es sur le terrain et ça donnait déjà des résultats fantastiques. Puis on se disait, si nous, une petite équipe au ministère qui ne fait pas vraiment ça, est capable d'arriver avec ça, avec juste l'open source, on est capable de démontrer que le potentiel est immense. Et puis, c'est là que, justement, est arrivé les programmes d'info. Et le premier programme était celui pour les médecins. Vous en avez entendu parler, j'en reparle aussi dans les slides. En toute transparence, puis je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle, ma première réaction, ça a été, mais pourquoi les médecins? Parce que les médecins, dans ma tête, c'est des travailleurs autonomes. S'il y a des nouveaux outils qui les aident à devenir plus efficaces, ils devraient les adopter eux-mêmes. J'ai dit, moi, j'ai tout du monde dans mon home care, en psychologie, en DPJ, qui sont mes employés, que je dois être capable de payer des outils pour eux augmenter leur productivité. Mais c'est correct. Dans le plus grand, on a été des grands fans du programme. On s'est assuré, nous, d'avoir une équipe à l'interne pour supporter, valider que les médecins l'utilisaient, faire des suivis auprès des médecins pour ceux qui ne l'utilisaient pas, pour dire, vous allez perdre votre licence, il y a des listes d'attente. On a été très agressifs dans l'implantation du projet pour être sûr que chaque licence soit utilisée. Et nous, notre but original à la fin était, on va créer un masse critique, puis après, on ne sera plus obligé de s'en occuper. Une fois que les médecins vont être convaincus, que 30 des médecins sont convaincus que c'est ça le futur, ils vont se parler entre eux, puis ça va être le futur bientôt. On n'a plus besoin nécessairement de s'impliquer. Puis rapidement, on a placé, nous, notre tête à dire, la prochaine étape, c'est tout ce qui est les services sociaux. Puis je ne sais pas si je ne veux pas prendre trop de temps, mais si vous avez parlé des services sociaux, c'est catastrophique le temps qu'ils parlent en dossier. On parle souvent aux médecins, là, mais une travailleuse sociale, moi, j'ai passé 2 à 4 semaines sur le terrain, suivant les travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des gens de la DPJ. C'est la moitié du temps qui passe en paperasse. Fait que si vous êtes quelqu'un du gouvernement, dites-vous que, ou si vous êtes un citoyen, prenez l'argent qu'on met dans les programmes de services sociaux, enlevez la moitié, c'est ça la valeur que vous avez. Fait que pour nous, il y avait une urgence d'agir dans ce côté-là. On a 2 pilotes qui commencent, 2 pilotes significatifs. Parce que certains de nos établissements avaient déjà commencé des pilotes, mais à 10 personnes, à 5 personnes. Je ne suis pas capable, moi, de remonter ça pour dire, hey, voici le ROI. Je ne suis pas capable de remonter pour dire, hey, on a vraiment transformé une équipe complète, puis voici comment ça fonctionne. Et puis, on regarde, c'est ça, le home care en général. Puis, il y en a un là-dessus que je ne pense pas que j'avais mis, c'est ça. On regarde aussi des prescriptions. On est rendu là. L'idée d'avoir une intelligence artificielle qui aide les médecins à identifier les médicaments, les problématiques de médicaments ou les médicaments qui ont été trop prescrits. Other people have interesting things to say too. D'autres genres des choses intéressantes à dire aussi également. Mais tout ça s'attache. Pourquoi, admettons, des prescriptions? Bien, parce que je regarde d'un côté, mes budgets de médicaments n'arrêtent pas d'augmenter. Je regarde mes études populationnelles au Québec. Le Québec est celui les Québécois sont ceux qui prennent le plus de médicaments au Canada. Puis, ben, je veux dire, les médicaments, à cause de la RAMQ, en grande partie, c'est le gouvernement qui finit par les payer. Fait que là, il y a toute cette question de
Est-ce qu'ils sont bien soignés? Est-ce qu'ils prennent trop de médicaments? Est-ce qu'il y a des contre-indications de ces médicaments-là? Puis pourquoi on prend tant de médicaments que ça? Ben, ça me coûte plus cher. Mais fait que puis là, je ne dis pas c'est quoi la solution finale, mais je dis je veux fournir un outil d'intelligence artificielle qui puisse être rapidement identifié pour les médecins. Quels sont les cas où il pourra avoir des prescriptions qui seraient intéressantes? L'outil ne fera jamais la décision lui-même, mais c'est un outil d'aide à la décision qui vient aider mes objectifs stratégiques. Fait que vous comprenez, c'est pas juste ah oui, je veux que quelqu'un soit plus efficace dans la paperasse. Là. Il y a des objectifs stratégiques à travers le choix de certains de ces projets-là. Puis ces projets-là arrivent, ils vont avoir un impact majeur sur mon bottom line ou sur la qualité des patients ou sur l'organisation des services. Nous avons reçu le programme chez nous si on regarde les findings, les initial findings du programme d'InfoWay, très, très positif chez nous. Je vais me donner juste un petit peu de crédit parce qu'on passe en arrière puis on est sûr que, tu sais, moi, les médecins qui ne l'utilisent pas assez, c'est comme, hey, on va te l'enlever. Fait que là, tout d'un coup, on voit que l'utilisation augmente, mais ça marche vraiment bien. On a eu des petites questions au niveau du consentement, mais les DME avec lesquels ils sont impliqués, ont rapidement streamliné le processus du consentement, puis maintenant, je vous dirais, ça roule très bien. Évidemment, il y a certains secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres, particulièrement là, les soins infirmiers. Tout ce qui est dans un cabinet fermé fonctionne bien. Puis en fait, même certains des services sociaux, quand ils sont dans un environnement contrôlé, le travailleur social dans un environnement contrôlé d'une GMF, ça fonctionne bien. Le travailleur social sur la route, chez le patient, ce qui est 90 % de nos travailleurs sociaux, là, ça fonctionne moins bien. C'est effectivement, on a du travail à faire, mais on est extrêmement confiant que c'est là qu'on s'en va. Là, je veux rajouter, il faut qu'on aille là. C'est même pas, genre, c'est pas qu'on sait, il faut qu'on aille là. On est rendu là. One minute. C'est sûr que nous avons, tu sais, c'est pour le gouvernement, pour ma direction, c'est clair qu'un des éléments de solution majeurs est l'utilisation d'intelligence artificielle, pas juste d'un niveau tactique, mais dans des projets tactiques qui apportent des gains opérationnels, des gains stratégiques. C'est absolument clair. Nous avons soumis notre premier plan sur l'intelligence artificielle qui aussi l'encadre. Fait que c'est beaucoup plus facile. On a essayé de le garder léger, c'est-à-dire que c'est plus, tu veux faire un projet en IA, toi, quelque part dans le réseau, bien, lis ça avant. Applique ceci, puis on a 98 % des chances que ton projet va être l'IA responsable. Puis, ben, je pense qu'on l'a dit, mais je pense qu'on en parle, l'IA par utilisation verbale est prometteuse pour transformer l'ensemble de la pratique. Merci beaucoup. Je serai disponible pour les questions. Merci, Marc-Nicolas, for sharing Quebec's experience and lessons learned. Merci de partager l'expérience du Québec avec les leçons apprises. Ensuite, nous allons entendre parler Ryan, qui va expliquer comment la Nouvelle-Écosse se fait appel au système de transcription IA pour changer les soins primaires dans ces environnements. La Nouvelle-Écosse a également participé au programme national, mais a adopté une approche un petit peu différente et a décidé d'aller un petit peu plus loin dans sa mise en œuvre et son intégration. Ryan, je vous cède la parole. Thanks, Rita. Merci beaucoup, Rita. Bon, je me sens très modeste et puis bon, c'est sûr qu'en prenant la parole moi-même, j'essaie d'enlever la stigmatisation quant aux questions de problèmes de santé mentale de certaines personnes. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir financé notre initiative. Nous sommes vraiment très heureux de ce qui se passe avec le système de transcription IA. Alors, voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse et comment cette transcription a changé. Ce serait mieux que Kim Knox de l'île du Prince-Édouard fait la même chose. Mais en tout cas, vous allez voir, ils vont faire le lancement très bientôt et je vais pouvoir vous en parler. Alors, au Nouvelle-Écosse, il y a 2 DME certifiés, si l'on veut, qui réduit la quantité de DME dans notre province et l'intégration clinique a été réfutée très tôt
comme étant une exigence clinique avant même qu'on passe à au système de transcription IA. Donc, ça nous a aidé avec l'approche. Il y a des autorités en santé et qui représentent 50 de nos cliniques en soins primaires. Donc, les cliniques menées par Nova Scotia Health qui améliorent la question de vie privée, de cybersécurité, etc., qui doivent être considérées. Autre chose, sur la Nouvelle-Écosse de formidable. Il y a eu beaucoup de choses formidables en Nouvelle-Écosse. Alors, le partenariat est fondamental. Ça fait partie de notre approche. Alors, le partenariat, donc, est fondamental. Inforoute, mais également Mika et iScribe. Voilà, comme solution provinciale à iScribe. Nous avons adopté une approche un petit peu différente avec ce programme pour établir un partenariat avec nos cliniciens également. Avec notre approche, il y a des contrats provinciaux qui sont rendus disponibles, Mika et iScribe. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que c'est très accessible. Donc, on a éliminé des obstacles. Il y a certains éléments qui doivent être respectés. Donc, le programme finance 500 licences, Mika et iScribe, pour une période d'1 an pour les prestataires de soins primaires admissibles, un médecin et infirmière praticienne. Eh bien, il y a 3 tâches qui doivent être complétées et c'est absolument un impératif. Sur les questions d'évaluation, on a dit d'aller un petit peu plus loin, les applications de l'accès aux soins primaires, etc. Ce que ça veut dire pour les patients. Il y a des évaluations obligatoires. Donc, tous les participants doivent créer les évaluations sur 3 mois et 6 mois pour vraiment pouvoir correctement tâter le pouls. Et aussi standardiser certains des termes, aussi les obligations contractuelles, les orientations stratégiques. Donc, on élimine une partie du fardeau pour d'autres. Et il y a des séances d'heures de formation obligatoires. Il y a des fournisseurs qui participent et c'est combiné par Nouvelle-Écosse et Mika Health pour leur expliquer quelles sont les attentes et où il y a des ressources aussi pour la gestion de changement, etc. On veut que les gens partent du bon point avec la question de formation. Ce que nous avons fait également, c'est que tout ça est offert dans une boîte à outils, si on veut, pour centraliser les ressources pour les cliniciens et pour ajouter toutes les informations sur des différents programmes, un genre de dépositaire, si l'on veut. Alors, autre nouvelle. Ça fait presque 1 mois que le programme a été lancé et iScribe, donc ce système de transcription, est là pour rester. C'est pour toujours. Ceci dit, bon, ça peut sembler un peu contre-intuitif qu'on s'attend à ce que les cliniciens de première ligne éduquent tous les citoyens de la Nouvelle-Écosse à chaque fois qu'ils ont un rendez-vous de 15 minutes. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire preuve d'un peu d'avant-gardisme. Notre politique, alors évidemment, on favorise ce qui est en diffusion directe. Et voilà, parce qu'on parle d'un consentement implicite éclairé requis pour l'utilisation d'un système de transcription IA en diffusion directe. Je n'arrive pas à imaginer de demander à nos fournisseurs si c'est correct d'imputer quoi que ce soit pour un DME à chaque fois que quelqu'un vient pour des soins primaires. On serait très content de parler de notre politique durant la période de questions davantage, si ça vous le tente, mais nous avons adopté, donc on parle de période de conservation, du streaming, et il est recommandé de consigner de supprimer en temps réel les notes cliniques créées par l'IA, etc. Alors, où se situe l'IA? Alors, on parle d'une validation en temps réel. Notre politique parle des fournisseurs qui sont responsables de tout leurs données et doivent finaliser le tout pour s'assurer que les dossiers soient justes, précis, détaillés, etc., pour éviter toutes les questions d'imputabilité, etc., plus tard. Avant de passer au prochain élément, qui est peut-être la partie la plus importante, j'avais reçu en fait un énoncé d'un de nos partenaires et j'aime beaucoup que cette citation commence avec post-scriptum. Cela veut dire qu'on collabore avec elle sur autre chose, donc on engage nos cliniciens. Bien fait, bravo pour ce programme de transcription IA. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. J'envoie des résumés aux patients. Imaginez pouvoir envoyer ça grâce à notre autre système à partir de maintenant. Je suis très, très reconnaissant. Abby, Krista, Edmund, Salma, Colleen, Valérie, Morag, etc. Et ils sont vraiment, ils ont l'esprit très ouvert
Et le système de transcription AI Scribe est là. Et en fait, il faut plutôt penser à l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que ça va débloquer? J'aimerais prendre une petite pause et parler de l'avenir. Et voici. J'imagine un monde où on se présente chez son prestataire et qu'il y a un grand écran comme celui-ci derrière soi, où il y a une certaine version du résumé du patient. Et vous avez tous les antécédents, les coordonnées, les conversations avec votre prestataire en temps réel. Tout est transcrit. Tout vous écoute et repère les éléments importants. Je pense que les patients vont véritablement devenir des partenaires. Certaines étapes dans cet itinéraire, bon, le transcripteur par IA, ça existe déjà. La prochaine étape, c'est utiliser ces éléments de données utiles. Je m'imagine mal essayer de changer l'état d'esprit d'un clinicien dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse, mais le transcripteur par IA, c'est vraiment un de ces outils dont la vente est facile, sans qu'on doive parler aux cliniciens. Et pour obtenir sa validation des données en temps réel au chevet du patient. L'autre chose que cela débloque, et avant de passer à la prochaine chose, je pense que c'est un peu naïf de prétendre qu'on sait ce que sera l'IA à l'avenir. C'est quelque chose qui évolue rapidement, il faut continuellement apprendre. Mais quelques signaux avant-coureurs, l'automatisation et les flux de travail agentiques. Pensez à cet écran à la fin de la consultation. Vous avez un prestataire de soins primaires et l'aiguillage vers le spécialiste complètement rempli en fonction des antécédents et de la conversation. Et le patient voit en temps réel ce qu'on approuve. Et je pense aussi à la mise à l'essai des aiguillages, mais aussi aiguillage aux services sociaux, si on est vraiment dans l'avenir. Ce sont les choses qu'on pourra envisager. Ensuite, l'aide à la décision clinique. Alors, les tendances, les antécédents, les questions sont posées par l'IA et c'est le potentiel que présente déjà le transcripteur par IA. Le transcripteur par IA, c'est emballant, on voit vraiment des résultats formidables, mais ce n'est que le début. Une fois la prise de notes derrière nous, pensons à l'avenir. Que peut-on faire? Et la dernière chose que je vous demanderai de faire avant qu'on passe à vos questions, que je cède la parole à Rita, c'est un appel à l'action pour vous tous et toutes, de remettre en question tout ce que vous avez. Ne laissez rien vous arrêter et faites en sorte que l'IA soit utilisée et validée à la source de la vérité. Travaillez sans relâche à votre curiosité. Je pense que on a ouvert une boîte de Pandore. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Wow. Ça alors. Merci Ryan et merci d'ailleurs à tous nos conférenciers pour vos propos inspirants. Alors, ce que nous avons entendu, c'est que les initiatives comme le transcripteur par IA ne sont qu'un gabarit, un modèle pour le Canada qui veut vraiment mettre à l'échelle l'innovation. Lorsque nous réunissons des leaders et la collaboration ainsi que l'engagement clinique, nous pouvons donner des résultats concluants, même en peu de temps et avec des ressources limitées. Nous avons aussi entendu que les outils de l'IA comme les transcripteurs par IA peuvent jouer un rôle important pour améliorer l'expérience des clients, ainsi que l'exactitude et la commodité d'usage des informations qui alimentent les soins aux patients. Alors sur ce, nous allons vous céder la parole. Nous avons 5 minutes pour vos questions. Can you hear me now? Okay, sorry. So I'm one of the patient partners. I'll be doing one of the concurrent Je suis patiente partenaire, je suis responsable d'une des séances simultanées et je pense qu'une bonne partie des choses qu'on évoque sont impressionnantes, mais j'aimerais évoquer une petite mise en garde, surtout pour le dernier intervenant. Vous dites que vous allez aller chez votre médecin et que tous vos antécédents médicaux vont être affichés sur un grand écran. Que se passera-t-il si vous venez d'être violé
Vous devez songer à cette idée que tout soit affiché sur un écran en tout temps. Ce sera difficile pour la patiente devant vous de l'accepter. Pensez à la protection des renseignements personnels. L'idée est bonne. Je suis favorable à cette idée, mais je pense qu'il faut repenser au format que vous envisagez. Il faut aussi faire en sorte que les médecins ou tous les cliniciens ne se remettent pas constamment en question parce que l'IA ne suggère pas quelque chose. Il faudrait leur dire oui, c'est un outil, mais ce n'est qu'un outil envisagé pour appuyer vos idées, vos jugements et vos décisions. Je pense qu'il est important de penser à l'application concrète de ces outils. Je suis tout à fait d'accord. Félicitations, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut que justement les patients partenaires participent au développement. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant la protection des renseignements personnels. Certaines choses doivent être plus camouflées, effectivement. Une autre question? Bonjour, Bev Swicker, avec l'Agence de régulation des produits pharmaceutiques de la Nouvelle-Écosse. Ryan, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Et si vous me permettez de faire fond sur cette rétroaction très importante que nous venons d'entendre, et si on veut faire fond là-dessus, je m'interroge, si on fait le travail en amont pour faire en sorte que tout le monde qui doit participer à la transformation du système y participe avant de construire l'infrastructure. Vous savez, c'est un risque en Nouvelle-Écosse. Bon, Ryan le sait, on n'en a pas encore parlé, mais nous commanditons le transcripteur par IA dans les pharmacies. Nous avons des pharmaciens communautaires et des cliniques primaires qui réussissent très bien du point de vue du quintuple objectif. Et si vous me permettez une réflexion, comment avons-nous des conversations et quand les avons-nous concernant les systèmes de soins primaires qui sont conçus pour aujourd'hui et pour l'avenir, et cela comprend les patients et pas seulement des patients comme partenaires, mais aussi des prestataires comme partenaires, c'est-à-dire que le système soit véritablement centré sur le patient. Quiconque qui se projette 5 ans à l'avenir se voit comme un patient, une personne qui évolue au sein de ce système. Alors, comment faire en sorte que ce système qu'on construit ne fait pas qu'enraciner les anciennes fonctionnalités? Ryan, ce que vous venez de décrire, c'est un système centré sur le patient. Il y a certains ajustements nécessairement, mais c'est cette vision qui m'intéresse. It's a fantastic comment, and I think it gives us pause. C'est une observation intéressante. Vous savez, la technologie a pour but de renforcer les bonnes politiques sur les soins de santé. Dans ce cas-ci, les soins primaires, les soins de première ligne. C'est le fondement de tout bon système de santé partout dans le monde. Il y a beaucoup de recherches qui permettent de l'étayer. Il y a beaucoup de personnes au Canada qui font un travail formidable dans ce domaine. Our Care, du Dr. Curran, Dr. Philpott, toutes des personnes qui participent à la promotion de cette idée que les soins de première ligne, c'est bien plus que le cabinet de son médecin, c'est plutôt un travail d'équipe centré sur le patient dans son quartier. Ces technologies ont pour but de donner vie à ces modèles, notamment pour les prestataires de tout genre, le patient étant toujours au centre de leurs activités. Alors, la vision de Ryan est très intéressante. On l'entend partout dans le monde de toutes sortes de personnes
en santé et en IA, mais il faudra beaucoup de temps pour concrétiser cela, même si l'IA avance rapidement. Il nous faut mettre des rambardes, il nous faut faire en sorte qu'on ait des politiques solides sur les soins primaires en particulier et les soins de santé en général. Et félicitations pour la subvention sur l'innovation pour les cliniciens. Très rapidement, si vous me permettez, je dirais oui et ayons des conversations, car je sais qu'elles n'ont pas lieu pour le moment. Alors, je suis vraiment emballée que ce soit une possibilité. Oui, nous apprécions beaucoup votre engouement aussi. Alors, nous avons le temps de prendre une dernière question. Allez-y. Au beau milieu de la salle. Wayne Samuels, je suis responsable de MediCenters Canada. Nous exploitons des cliniques primaires au nom des cliniciens. Je fais partie de Metavi en Atlantique. Alors, nous aimons beaucoup le transcripteur par IA, c'est emballant, mais comment atteindre les autres cliniciens? On parle de 10 000 cliniciens qui se sont inscrits. Il y en a probablement 30 à 50 000 à l'échelle du Canada. Pour que ça ait vraiment un impact, il faut aussi les toucher. Au sein de notre organisation, on a les mêmes résultats. À peu près 30 s'en servent. On a fait un projet pilote il y a quelques années. Donc, tout le monde était très emballé. Mais il faut des heures pour atteindre certains de ces médecins. On veut que tous les médecins s'en servent s'ils veulent s'en servir. Et parfois, il faut s'asseoir avec eux et les encourager à le faire. Au Québec, vous avez dit que vous aviez un programme, vous travaillez avec les médecins en Nouvelle-Écosse, vous êtes dans 50 des cliniques, mais une bonne partie des soins primaires, ce sont des personnes qui travaillent seules. Alors, comment faire en sorte que non seulement transcripteur par IA, mais les autres outils qui sont l'avenir atteignent ces autres médecins qui n'ont pas encore été rejoints. Alors, pour revenir au premier jour du modèle, il y a des adoptants précoces et il y a des lambards et ça existera toujours. C'est la raison pour laquelle nous continuons de communiquer. Ce que je dirais, j'ai un excellent exemple de clinicien. C'est un clinicien qui m'a demandé une démonstration parce qu'il avait entendu d'un collègue. Il m'a dit, on ne devrait pas avoir de partenariat. Vous êtes ingénieur, faites-le vous-même. Je suis partie. Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel de ce médecin, une ligne. J'aimerais acheter le produit. Vous savez, il y a des gens qui sont récalcitrants. Il faut les laisser gamberger. Il faut également travailler à atténuer leurs préoccupations, mais une fois qu'ils comprennent l'avantage, ça fera boule de neige. En Nouvelle-Écosse, on avait déjà un taux d'adoption de 40% avant le lancement de transcripteur IA. Si vous avez entendu mon exposé, vous savez que l'intention était formidable de donner le coup d'envoi. Or, je pense que maintenant, le coup d'envoi est donné et surtout pour les médecins qui sont travailleurs autonomes, à un moment ou l'autre, il y a une limite à l'adaptation des programmes. Je pense que cette fois-ci, au Québec, on a une masse critique. Et à présent, les médecins et les associations professionnelles, les ordres professionnels vont partager cette information parmi leurs rangs. Vous avez 20% de mes médecins n'adhèrent pas au dossier de santé électronique. Bon, s'ils n'adhèrent pas au dossier de santé électronique, ils ne vont pas adhérer au transcripteur par IA. Il y a des personnes récalcitrantes, je les respecte, je respecte leur explication, mais je pense que dans l'ensemble, on a créé la masse critique nécessaire. Et à présent, il faut se tourner vers d'autres éléments de l'écosystème. Sauf tout le respect que je vous dois, je dirais que cela dépend de ce qu'on envisage comme produit d'avenir. Si on dit aux médecins, vous êtes travailleur autonome, à vous de choisir, peut-être que pour finir, ils quitteront la pratique. On sait que c'est un outil qui
permet d'encourager la rétention. Alors, si je pense, si les provinces et le fédéral veulent améliorer les soins primaires, veulent encourager la rétention, il faut penser au coût de la renonciation. Ça prend beaucoup de temps. Il faut du temps pour aller rencontrer ces médecins, mais on pense vraiment que ça vaut le coup. Il faut le faire. Je pense qu'il faut penser à obtenir l'adhésion de ces récalcitrants. Il faut penser à combien ça coûtera, mais quels seront les dégâts si ils renoncent. Quelqu'un qui a 50 ans, qui a 20 ans d'années d'expérience, si on le perd parce qu'il en a marre des tracasseries administratives, parce qu'il n'a pas adhéré au projet de l'IA, je pense qu'on perd davantage. C'est l'élément fondamental. C'est la technologie de base qui permettra de débloquer toutes sortes de technologies futures, dont les aiguillages, la facturation, etc. Si on pense que c'est essentiel, il faut vraiment penser à toucher ces récalcitrants. C'est l'argent qu'on dépensera aujourd'hui pour l'avenir. Je serais intéressé d'en discuter avec vous. J'aime beaucoup qu'on conteste mes idées, en fait. Vous avez peut-être quelque chose que je n'ai pas examiné en profondeur. Je serais heureux d'en parler avec vous privément. Moi aussi, Wayne, nous pourrons parler privément. Merci à nos panélistes et merci à vous tous et toutes d'avoir été des nôtres.